Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures au sommaire de l'actualité. Sous la présidence du chef de l'État et chef du gouvernement, Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue la 22e séance du Conseil des ministres où 16 questions étaient à l'ordre du jour. Et dans l'actualité internationale, ce dialogue et divergence pour la première rencontre entre Vladimir Poutine et Zelensky. Voilà pour les titres, merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Nous entamons cette édition avec le Conseil des ministres où sous la présidence du président de la République et chef du gouvernement, Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue la 22e séance du Conseil des ministres où 16 questions étaient à l'ordre du jour. La première question, un projet de loi portant ratification de l'instrument d'amendement de 86 à la Constitution de l'Organisation internationale du travail. La deuxième et troisième question sont des projets d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel de l'exercice 2020 de l'Agence nationale de l'emploi, de la formation et de l'insertion professionnelle et de l'Institut national d'administration. La quatrième question est un projet de décret portant nomination au secrétariat d'État à la jeunesse et au sport. La cinquième question et la sixième question sont des projets d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel du Palais du Peuple et du Centre de recherche d'information et de production de l'éducation nationale pour l'exercice 2020. Écoutons le compte rendu du ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale et porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali Youssouf, sur ces premières questions. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue la 22e séance du Conseil des ministres en ce mardi 10 décembre 2019. Étaient inscrites à l'ordre du jour 11 questions. La première question concerne un projet de loi portant ratification de l'instrument d'amendement de 1986 à la Constitution de l'Organisation internationale du travail. Le but principal de l'amendement proposé est d'améliorer la représentativité des membres du conseil d'administration grâce à une méthode de désignation tenant compte des différents intérêts géographiques, économiques et sociaux des groupes qui le constituent. Sur les 56 sièges réservés au gouvernement, 54 seraient répartis entre 4 régions géographiques, l'Afrique, l'Amérique, l'Asie et l'Europe. Chaque région obtenant au moins 12 sièges et au plus 15 sièges. Ces sièges seraient répartis selon une pondération fondée sur le nombre d'États membres que compte la région, leur population totale et leur activité économique mesurée par les indicateurs appropriés, le produit national brut ou la contribution au budget de l'organisation. La répartition initiale des sièges sera la suivante: 13 sièges pour l'Afrique, 12 sièges pour les Amériques, 14 pour l'Asie et 15 pour l'Europe. Les 2 sièges restants seraient attribués à tour de rôle, à l'Afrique ou aux Amériques d'une part et à l'Europe ou à l'Asie d'autre part. Djibouti attache le plus grand intérêt à la ratification de cet instrument et approuve les dispositions qu'il contient. La deuxième question concerne un projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel pour l'exercice 2020 de l'Agence nationale de l'emploi, de la formation et de l'insertion professionnelle. L'ANEFIP a pour mission de favoriser l'accès des jeunes au marché de l'emploi, de faciliter l'insertion des jeunes par le biais d'instruments d'intervention et de programmes spéciaux, d'appuyer le développement de l'esprit d'entreprise et la création d'auto-emploi chez les jeunes, moderniser et renforcer les structures opérationnelles d'emploi, d'orientation et d'insertion. Le budget prévisionnel 2020 de la NAFIP est estimé en recettes à un montant de 658 720 000 francs Djibouti, en dépenses de fonctionnement à un montant de 389 720 000 francs Djibouti, en dépenses d'investissement pour un montant de 269 millions francs Djibouti. La troisième question concerne un projet de décret portant nomination au secrétariat d'État à la jeunesse et au sport. Il s'agit de Mme Khadija Ibrahim Idriss, qui est nommée secrétaire générale au secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, de M. Moustapha Ismail Dabbar, qui est nommé directeur de l'administration générale, de Mme Fatouma Ali Dabale, qui, elle, est nommée directrice du stade Hassan Gouled, et de M. Mohamed Ismaël Guelleh, qui est nommé directeur des projets, toujours donc au secrétariat d'État à la jeunesse et au sport. La quatrième question est relative à un projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel du Palais du Peuple pour l'exercice 2020. Le budget du Palais du Peuple 2020 est équilibré en charges et en produits à la somme de 365 599 044 francs. La subvention annuelle
alloués par l'État est de 245 599 000 francs Djibouti. Les recettes propres s'élèvent à 52 millions de francs Djibouti. Les dotations aux amortissements, 68 millions de francs Djibouti. La cinquième question concerne un projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel pour l'exercice 2020 du Centre de recherche d'information de production de l'éducation nationale. Ce projet de budget prévisionnel s'équilibre en produits et en charges à 1 110 893 041 francs, dont 635 928 241 francs en fonctionnement et de 474 964 800 en investissement. La subvention demandée dans le budget national pour 2020 est de 625 928 241 francs Djibouti, soit une réduction automatique par rapport à la loi de finances rectificative de 2019. Il s'agit bien du CRIPEN. La sixième question concerne un projet d'arrêté approuvant et rendant exécutoire le budget prévisionnel pour l'exercice 2020 du Centre de formation des enseignants et de l'enseignement fondamental. Le budget prévisionnel du CFEE pour l'exercice 2020 s'élève en produit à 206 846 355 francs Djibouti, dont subvention du budget national 206 846 355 francs Djibouti. Les ressources propres, l'institution n'en a pas, et en charge, donc les dépenses sont estimées à 206 846 355 francs Djibouti. Le Conseil des ministres a ensuite examiné des projets d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel pour l'exercice 2020 de plusieurs établissements publics. Réécoutons à ce sujet le porte-parole pour la suite du compte rendu. Cette question concerne un projet d'arrêté portant approbation. Le budget prévisionnel de l'ONEAD s'équilibre en charge d'abord à 8 353 153 000 francs Djibouti et en produit à 8 291 900 francs Djibouti. Les résultats prévisionnels donc font donc un bénéfice net de 61 253 000 francs Djibouti. La neuvième question est relative à un projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel 2020 de l'aéroport international du Djibouti. Le budget prévisionnel 2020 de l'aéroport se présente comme suit. En produit, il est estimé à 3 402 775 152 francs Djibouti et en charge à 3 144 392 045 francs Djibouti. Le résultat prévisionnel est de donc 258 383 107 francs Djibouti. Les investissements s'élèvent à 95 millions de francs Djibouti. La dixième question est relative à un projet d'arrêté portant adoption du budget prévisionnel pour l'exercice 2020 du laboratoire central du bâtiment et de l'équipement. Ce budget 2020 du laboratoire central s'établit en produit à 352 336 000 francs Djibouti et en charge à 319 890 340 francs Djibouti, soit un résultat net bénéficiaire de 32 445 660 francs Djibouti et l'investissement se situe à hauteur de 204 971 737 francs Djibouti. La 11e question concerne un projet d'arrêté portant approbation et rendant exécutoire le budget prévisionnel de l'exercice 2020 de l'Agence djiboutienne du développement social. Le budget 2020 de l'ADDS s'établit en charge et en recettes pour le fonctionnement à 436 370 000 francs Djibouti et à 4 315 222 000 francs Djibouti en investissement. Le Fonds de solidarité nationale contribuera au budget 2020 de l'ADDS pour un montant total de 241 370 000 francs Djibouti, dont 58 840 000 en salaire du personnel, 44 400 000 d'arriérés en ITS et 138 130 000 pour financer les charges externes de l'agence. La 12e question est relative à un projet d'arrêté portant approbation du budget provisionnel 2020 de la Société immobilière et d'aménagement foncier. Le budget 2020 de l'ISAF s'établit en produit 3 947 349 951 francs Djibouti et en charge à 952 120 848 000 francs Djibouti, soit un résultat net de 3
2 630 994 francs djiboutiens. Quant au budget d'investissement prévisionnel 2020, il s'élève à 4 273 795 à 4 273 795 789 francs djiboutiens. Et cette information importante qui vient de tomber à l'instant, le prix Nobel de la paix 2019 a été remis au Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed pour son initiative décisive de résoudre le conflit frontalier avec l'Érythrée. Ce prix Nobel de la paix a été attribué vendredi 11 octobre au Premier ministre Abiy, artisan d'une réconciliation spectaculaire entre son pays et l'Érythrée voisine. Mais c'est aujourd'hui que le Premier ministre Abiy Ahmed s'est déplacé pour récupérer ce prix. En effet, il est récompensé pour ses efforts en vue d'arriver à la paix et en faveur de la coopération internationale, en particulier pour son initiative déterminante visant à résoudre le conflit frontalier avec l'Érythrée. Les deux pays ont renoué leurs relations en juillet 2018 après une guerre sanglante entre 1998 et 2000 et des années d'hostilité. Retour au pays où, après la séance du Conseil des ministres, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a ordonné des instructions aux membres du gouvernement de se rendre sur le terrain afin d'évaluer la situation après la dernière pluie de 24 heures. Aussitôt, les membres du gouvernement avec à leur tête le ministre de la Justice qui assure l'intérim du Premier ministre en mission au Kenya, le ministre de l'Intérieur Moumen Ahmed Cher, celui de la communication, du travail, de l'urbanisme, du budget et du commerce, et sont rendus dans les différents secteurs de la capitale afin d'évaluer et de rendre compte de la situation des dernières pluies. Les membres du gouvernement sont rendus plus précisément à l'Institut djiboutien des Arts, à l'école de la Plaine, du Gabot 4, Guelleh Batal, où ils ont remarqué des eaux stagnantes. Ils ont rapidement déployé donc les équipes en charge du pompage de ces eaux pluviales. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, a dirigé aujourd'hui au siège du MENFOP les travaux de la première réunion de la commission d'organisation du 3e sommet mondial de l'éducation équilibrée et inclusive prévu les 27, 28 et 29 janvier 2020 à Djibouti. L'ensemble des membres de la dite commission, dont notamment le directeur du protocole d'État, les hauts responsables de la police nationale, des représentants du ministère de la Santé, du Travail, de la Communication et de la décentralisation, ont tous pris part à cette rencontre qui a été l'occasion pour le ministre de lancer les préparatifs du forum. Cette présentation a ouvert la voie à des échanges tout azimuts qui ont permis d'aborder ensemble des aspects organisationnels de la rencontre au sommet. Un accent particulier a été mis sur la synergie entre les différentes commissions qui devront travailler en étroite collaboration pour prévenir tout risque de couac lors du sommet. Le ministre et les membres de la commission d'organisation ont étudié les questions ayant donc trait aux réservations dans les grands hôtels de la place, l'accueil, les transports, de la sécurité, les participants, mais aussi de faciliter en matière de visa électronique. Le ministre a annoncé l'arrivée dans la semaine d'une équipe de la Fondation pour l'éducation inclusive et équilibrée pour se coordonner avec ce sommet. Qui va diriger cette importante réunion internationale. Les différents ministères étaient là ce matin. Le directeur du protocole d'État était également avec nous, les officiers de la police pour ce qui concerne la sécurité, le ministère de la Santé pour tout ce qui va concerner la sécurité sanitaire de nos invités. Dans un mot d'ouverture, le ministre a mis l'accent sur l'importance de cet événement éducatif majeur que nous aurons l'honneur, a-t-il dit, et le privilège d'organiser conjointement avec notre partenaire, l'ERF Education Relief Foundation. Écoutons le ministre. Vous le savez, notre pays s'apprête à organiser le 3e sommet mondial de l'éducation équilibrée et inclusif, bien sûr le 27, le 28 et le 29 janvier 2019. Il s'agit d'un événement éducatif majeur que nous aurons bien sûr l'honneur et les privilèges d'organiser conjointement
avec notre partenaire Education Relief Foundation. À cet effet, il y a lieu de rappeler que le 3e forum biennal de 2030 verra bien sûr la participation des chefs d'État, mais également des membres du gouvernement, des membres ici et là, pour prendre part à cette réunion en vue de définir un objectif commun et une vision partagée des défis à relever pour réussir ensemble l'organisation du 3e sommet mondial de l'éducation équilibrée et inclusive. De ce fait, il va sans dire qu'à compter de ce jour, Inch'Allah, notre ultime priorité doit demeurer impérativement la réussite de l'organisation de ce 3e forum. Dans cette optique, j'attends de la part de tous les membres qu'ils fassent montrer d'un engagement exemplaire et d'une disponibilité sans réserve pour que les préparatifs se déroulent avec ministre et professionnalisme. Le ministre de l'Équipement et des Transports, Moussa Mohamed Ahmad, a reçu hier une forte délégation du Japon conduite par son ambassadeur à Djibouti, Yokoji Yonetani, accompagné du haut cadre de la firme multinationale Toyota. Était présent également l'ambassadeur de la République de Djibouti accrédité au Japon, Ahmad Aleta Ali, et le directeur général de l'aéroport international de Djibouti, Ahmad Youssouf Sharmarke. Les discussions ont porté sur les voies et moyens de développer les infrastructures aéroportières, voire les opportunités d'investissement dans le domaine du transport et de l'énergie. Également dans l'actualité de ce 22h, la ministre des Affaires sociales et de la solidarité, Mouna Ousmane Adan, a réceptionné hier de la part du chargé d'affaires de l'ambassade d'Arabie Saoudite à Djibouti, Isaac Ben Ibrahim Al-Thani, plus de 7000 carcasses de viande provenant des sacrifices rituels effectués par les fidèles lors du dernier pèlerinage à la Mecque. La viande en question, déjà découpée, congelée et bien conditionnée dans des cartons hermétiques, a été acheminée depuis les lieux saints de l'islam dans des conteneurs réfrigérés. Rappelons que ce projet de l'Arabie Saoudite s'inscrit dans le cadre de la coopération. Le chargé d'affaires de l'ambassade a exprimé dans son allocution la relation fraternelle existante entre nos deux pays. Quant à la ministre des Affaires sociales et de solidarité, Mouna Ousmane Adan, a remercié le gouvernement saoudien pour ce don destiné aux familles nécessiteuses de Djibouti à travers ce geste louable, a-t-elle précisé. Les autorités saoudiennes viennent encore de perpétuer une vieille tradition d'amitié et de coopération entre les deux pays. Et voilà qui nous ramène de parler de cette visite d'une délégation congolaise. Le président de l'autorité des ports et des zones franches, Aboubakar Omar Hadi, a reçu hier une forte délégation conduite par M. Gilbert Makouki, ministre des zones économiques spéciales de la République du Congo. Objectif de la visite, étudier et les expériences de la République de Djibouti dans les domaines de sa zone de libre-échange, depuis que le Congo a adopté dans le cadre de sa diversité de son économie de construire une zone économique spéciale. C'est une expérience nouvelle pour le Congo, car ils veulent apprendre de Djibouti dans le succès de ce domaine. Cette délégation était composée par l'ambassadeur du Congo à Addis Abeba, des hommes d'affaires congolais. Il s'est entretenu à la salle de réunion en premier lieu avec les autorités du port et des zones franches, dont le président de l'autorité, Aboubakar Omar Hadi. Zone économique spéciale. Et c'est une expérience réussie, c'est la raison pour laquelle nous venons apprendre. Nous sommes venus ici, c'est une mission d'étude, comme je vous ai dit, c'est pour apprendre l'expérience de Djibouti. Et donc nous pouvons dire que notre visite ici à Djibouti est une bonne chose pour apprendre cette expérience qui va nous inspirer. Sa part, le président de l'autorité des ports et des zones franches, Aboubakar Omar Hadi, a indiqué que le Djibouti International Free Trade Zone atteindrait un rôle crucial dans l'avènement de l'intégration économique de la région et du continent, situé sur la deuxième route maritime la plus fréquentée du monde, au carrefour des échanges entre l'Afrique de l'Est, la péninsule arabique, l'Asie et l'Europe. Du port et des ports d'entrée au marché commun de l'Afrique orientale et australe, communément appelé COMESA, fort de plus de 400 millions de consommateurs, Djibouti a su tirer, a-t-il précisé, profit de sa position géostratégique. Fin de citation. Et ce communiqué de la CNSS qui informe
donc afin de décongestionner la maternité d'Al Hanan, la Caisse nationale de sécurité sociale informe ses assurés qu'elle prend en charge intégralement 100% les prestations gynéco-obstétricales dans les hôpitaux conventionnés Ar-Rahma et l'hôpital militaire de Djibouti. Cette prise en charge est conditionnée par une consultation prénatale dans la structure différente afin de constituer un dossier médical. Autrement dit, la femme enceinte doit effectuer au moins une consultation prénatale dans l'une de ces deux structures médicales. L'actualité dans les régions de l'intérieur. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande, le chef d'état-major général des armées, le général du corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, accompagné du colonel Zakaria Hassan Adan, chef d'état-major de la gendarmerie nationale, et du directeur général de la police nationale, le colonel Abdillahi Abdi Farah, se sont rendus par voie aérienne à Dikil et à Lissabié ce week-end. Avant son décollage de Djibouti, le CMGA a tenu une réunion avec ses deux grands responsables pour définir l'agenda et les orientations de cette mission importante. Objectif de ce déplacement était de donner des instructions formelles à tous les responsables civils et militaires de ces deux régions pour la lutte contre la contrebande et les autres fléaux. Arrivé à Dikil, le CMGA et sa délégation ont été accueillis à sa descente d'hélicoptère par le préfet, le président du conseil régional, le chef du corps du régiment intérim de Dikil, le commandant du détachement de la police nationale de Dikil à Saïla, le chef de la brigade de la gendarmerie de la ville de Lulutier, le directeur de la population et les responsables de la contribution. Puis, ensemble, la délégation militaire et les autorités civiles sont installés dans la salle de réunion du camp militaire du Dikil. À cet effet, le CMGA avait pris soin de convoquer à cette réunion l'ensemble des cadres officiers, sous-officiers du RIAD, tous les chefs des postes frontaliers du district, tous les responsables du service des douanes, de tous les postes, ceux de toutes les brigades de la gendarmerie et de la police nationale. Le CMGA a ouvert la séance en remerciant tous les responsables de leur participation à cette réunion en ce jour férié. Ces responsables, surtout les personnels en uniforme, ont été convoqués pour qu'ils comprennent les instructions qui leur seront données ainsi que les directives de travail. Après Dikil, la délégation militaire s'est rendue à Lissabié le matin même. La délégation a été accueillie par les responsables civils et militaires, notamment le préfet, le président du conseil régional et les chefs du corps du bataillon intérim d'Alissabié, Bias. Aussitôt, l'ensemble de la délégation s'est déplacé dans la salle de réunion du régiment d'Alissabié où il a été rejoint par tous les autres cadres militaires, officiers, sous-officiers, chefs des postes frontaliers. À noter que la contrebande à Alissabié ne concerne pas uniquement le CAT, il y a aussi d'autres catégories de produits qu'il faut combattre par tous les moyens. C'est ce qu'a précisé le chef d'état-major général des armées, qui a aussitôt rappelé que le personnel en uniforme n'est pas seul, mais au sein d'un groupe de combat. Il n'y a ni tribu ni famille, mais des personnes intègres de cette grande famille de l'armée. Pour leur part, les deux grands responsables de la gendarmerie et de la police nationale ont pris tour à tour la parole pour appuyer les instructions du CMGA. Poursuivant sa tournée de prise de contact avec les autorités du pays, l'ambassadeur de France à Djibouti a été reçu cette fois-ci par le préfet de la région de Tadjoura, Hassan Dabali, dans les locaux de la préfecture. Accueilli chaleureusement par le préfet et ses proches collaborateurs, le diplomate français s'est entretenu avec son hôte sur les liens étroits qui unissent la République de Djibouti et la République française. Par la suite, l'ambassadeur de France a rendu visite au président du conseil régional, Omar Hussein, où il a eu l'occasion également de se réunir avec les élus de cette belle région du nord du pays. Durant son séjour dans la ville blanche, le diplomate français a eu l'occasion de visiter les principales infrastructures qu'abrite la ville blanche dans le port de Tadjoura en compagnie des autorités locales. Nécrologie pour clore l'actualité nationale. Nous avons le regret de vous annoncer le décès survenu le 8 décembre dernier de Hawa
Ahmed Adawi, né en 40, la défunte et la mère de Amine Ahmed Warsama, conseillère technique de la ministre des Affaires sociales et de Solidarité. La défunte Hawa Adawi habitait au quartier 6, était très connue et respectée. Elle laisse derrière elle 8 enfants et plusieurs petits-enfants. En cette douloureuse circonstance, la direction générale de la radio-télévision de Djibouti et l'ensemble du personnel adressent leurs condoléances les plus attristées à la famille, aux proches et amis de la défunte. Et de là, nous passons aux nouvelles du monde. Je vous le disais en titre, dialogue et divergence pour la première rencontre entre Poutine et Zelensky. Les pourparlers de paix entre la Russie et l'Ukraine semblent bien relancés. Et c'est un bon point pour Emmanuel Macron, hôte de la première rencontre entre le nouveau président ukrainien Volodymyr Zelensky et son homologue russe Vladimir Poutine. Tous deux arrivés avec des objectifs à ce sommet quadripartite après 3 ans de paralysie. Ils ont dialogué et résultat, ils se sont engagés sur plusieurs points comme le cessez-le-feu et l'échange de prisonniers. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes sur Télé.